Docteur Arnaud Cocolle, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes un des grands spécialistes de la nutrition en France. Donc, je vous remercie d'accepter cette interview au sujet de peut-être d'un nouveau scandale de santé publique avec les plus de 500 morts sur le Mediator. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Mediator? Alors, le Mediator, initialement, est un médicament qui est destiné uniquement à des gens qui avaient trop de triglycérides dans le sang ou qui avaient une intolérance au glucose, c'est-à-dire qui étaient, ce qu'on va dire de façon simpliste, prédiabétiques. Donc, en aucun cas, c'était un médicament destiné à faire maigrir les gens. Or, c'est un médicament qui a été dévoyé de son indication première, et donc bon nombre de médecins se sont retrouvés à prescrire ce type de médicament à visée amaigrissante, alors qu'il n'y avait aucune étude qui montrait effectivement la primauté de ce médicament par rapport à d'autres techniques quant à réduire le poids. Donc, je pense qu'il y a un rappel, et c'est une piqûre de rappel, c'est qu'il faut rester toujours dans les cordes, c'est-à-dire qu'un médicament, il y a une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché, qui est définie sur des études cliniques, et qui dit que par exemple ce médicament est pour les triglycérides. Dans ce cas-là, les triglycérides, ce n'est pas une perte de poids. Vous voyez, bien sûr qu'il faut perdre du poids pour améliorer les triglycérides, mais c'est pas, le médicament est destiné pour baisser les triglycérides, mais pas pour perdre du poids. Donc, il a été apparemment vendu à peu près 145 millions de boîtes entre 1976, l'année de la mise sur le marché, et 2009, l'année du retrait du marché. Donc vous pouvez dire que sur ces 145 millions de boîtes, beaucoup de ces boîtes-là ont été pour des indications qui n'étaient pas dans la MM. Je vous rejoins tout à fait. Sur les 145 millions de boîtes, on peut estimer qu'il y en a un bon nombre, alors je suis incapable de vous dire précisément lesquelles, mais un bon nombre qui sortaient des cordes. C'est-à-dire que quand vous interrogez les patients, beaucoup de patients polymédicamentés en plus, se retrouvaient avec du Mediator et vous les interrogez, pourquoi on vous a prescrit le Mediator? Et la réponse commune, c'était pour perdre du poids. Donc dans l'esprit des gens, effectivement, c'était un médicament pour les aider à perdre du poix. Mais ce sont les médecins qui ont mis ça dans l'esprit des gens? Oui, alors... ou le laboratoire? Alors ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est le laboratoire, c'est Servier. Servier, c'est un laboratoire français. Donc Servier avait déjà commercialisé l'isoméride, qui était la dexfenfuramine. Et là, Mediator, c'est du benfluorex. C'est un cousin effectivement. Donc il y a certainement, alors je ne suis pas chimiste, il y a certainement des points communs physico-chimiques, en tout cas, entre les molécules. Et en fait, le dexfenfuramine avait été incriminé aux États-Unis dans une étude qui était sortie dans le New England Journal of Medicine à peu près dans les années 96, parce que aux États-Unis, on associait l'isoméride avec la phentermine. C'est ce qu'on appelait l'association fen-phen. Et cette association était très toxique pour les valves cardiaques. Et en France, c'est vrai que le scandale du Mediator actuellement, c'est qu'il y a une responsabilité également sur les valvulopathies, c'est-à-dire sur les valves cardiaques avec une toxicité cardiaque potentielle. Donc ce qui montre bien qu'il y a certainement une similitude d'action. Et oui, il y a des gens, effectivement, qui se sont retrouvés à prendre ce médicament, sur injonction certainement du laboratoire qui a dû forcer. Et je pense qu'il y a un attachement de beaucoup de médecins français à prescrire des molécules françaises. Attachement, est-ce que c'est pécunier, etc. Ça a pu l'être, en tout cas. Je vais carrément mettre les pieds dans les plats, parce que je pense qu'à un certain moment, avant qu'il y ait les lois Kouchner, etc., il y avait des achats de prescriptions via des voyages, etc. Et il y a des médecins qui étaient pieds et mains liés avec des laboratoires. Ça, c'est évident. Maintenant, ça a complètement changé, parce qu'on n'a plus aucun cadeau avec les laboratoires, etc. Et tant mieux. Je veux dire, on n'a même plus d'échantillons, c'est très compliqué même d'avoir des échantillons de médicaments avec les laboratoires. Parce que les laboratoires n'ont même plus le droit de vous remettre des stylos, etc., hors congrès, etc. Donc il n'y a plus d'achat de prescription. Mais certainement, il y a des médecins qui prescrivaient ça, comme je pense aussi à un antihypertenseur français qui est très prescrit par bon nombre de médecins et qui entraîne des chutes de potassium pas possibles, et qui est un médicament qui reste prescrit parce que c'est un médicament français et uniquement en France. Alors, pourtant, pour que le médecin prescrive un médicament comme le Mediator, hors indication de son AMM, donc là comme coupe-faim, il faut soit qu'il y ait un intérêt financier, soit qu'il ait eu une mauvaise information des visiteurs médicaux du laboratoire, ou du laboratoire lui-même par d'autres voies, parce que si c'est pas son intérêt, pourquoi est-ce que le Mediator a été prescrit aussi souvent comme coupe-faim? Oui, parce que je pense qu'il y a une ignorance, effectivement, et petit à petit, il y a eu des bruits qui ont couru, etc., certainement dans le landerneau médical, comme quoi c'est un médicament qui permettait un amaigrissement. Donc, c'est vrai que nous sommes en carence de médicaments concernant l'obésité et le surpoids. Donc, il n'y a une seule molécule actuellement autorisée sur le marché, qui est l'Orlista,
Donc c'est la seule molécule qui nous reste actuellement disponible pour des gens qui ont un surpoids avéré ou une obésité avérée. Donc hormis ça, il n'y a rien. Donc il y a une déshérence complète du champ pharmaceutique concernant cette pathologie, qui est quand même une pathologie très coûteuse et une pathologie omniprésente dans notre pays. Donc les gens, effectivement, sont tentés d'aller vers toutes les dérives, le miracle, que ce soit des régimes complètement aberrants ou des molécules qui auraient une efficacité comme ça. Moi, j'ai vu aussi, par exemple, dans ma pratique, des gens qui se retrouvaient à prendre aussi certaines molécules, je ne dirais pas forcément lesquelles pour ne pas contribuer à nourrir ce débat, mais il y a des gens qui dévoyaient en fait une molécule qui est sur un champ neurologique pour la prendre à visée amaigrissante, vous voyez, ou pour la prendre comme antimigraineux. On a toujours possibilité en tant que médecin, et je dirais plutôt à l'hôpital, de sortir un petit peu de l'autorisation de mise sur le marché. Vous voyez, quand vous êtes dans des services par exemple, les médicaments sur le cholestérol, il nous est déconseillé formellement d'associer les statines avec des fibrates. Donc c'est deux types de molécules qui sont complètement différentes. Mais à l'hôpital, ça se fait. Mais parce que ça reste à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, il peut y avoir des recherches cliniques qui ont lieu, etc., qui font que quand vous allez voir un médecin à l'hôpital, il peut effectivement, dans certains cadres, peut-être sortir un petit peu des clous et être un petit peu hors AMM, effectivement, mais sur la foi d'études cliniques qui sont en cours de réalisation. Mais quand vous êtes dans un cabinet médical, vous n'êtes pas en train, le cabinet médical n'est pas un champ d'expérimentation clinique. Donc dans ce cas-là, il faut se recadrer et rester dans les clous. D'accord. Alors, on a parlé d'une responsabilité du laboratoire. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que les premiers effets secondaires, premiers cas mortels, sont apparus, je crois, en 1999. Il a fallu 10 ans pour que ce produit soit retiré sur le marché. Comment est-ce que vous expliquez ce délai qui semble extrêmement... Alors, je pense que le délai effectivement incriminé fait qu'au départ, on n'était pas peut-être probablement pas certain en fait de la responsabilité du médicament. Donc, il a fallu en fait un certain nombre de cas, et peut-être même qu'il y a eu un silence radio de certains. Je veux dire, il y a peut-être eu des pressions financières qui ont fait qu'on a retardé ou on a évité de communiquer de façon trop importante auprès des médias. Donc, il y a eu un retard certainement de communication très net. Mais je pense au départ aussi qu'il fallait établir fermement le lien entre les deux. Mais quand vous regardez le rapport Haute Autorité de Santé, par exemple, qui est encore en ligne, sur le Mediator, qui est un rapport qui date de 2006, il n'y a aucun mentionnement de toxicité cardiaque potentielle. Pourtant, c'est la Haute Autorité de Santé. Vous voyez, donc ils vont parler uniquement des études qui ont pu être faites sur le diabète, etc. Pourtant, il avait été retiré en Espagne en 2005, donc il y avait quand même dans le landerneau médical, comme vous dites, ces effets secondaires étaient connus. Oui, mais c'est vrai que dans la presse médicale, j'ai jamais vu passer un article. Donc c'est pour ça que se remet en question un petit peu le financement aussi de la presse médicale. Vous savez que la presse médicale est subventionnée en partie par les laboratoires, etc. Donc, se pose la question aussi des formations médicales continues qui étaient subventionnées aussi par certains laboratoires jusqu'à présent. Donc, il faut être indépendant, c'est-à-dire que les gens, je pense que les médecins doivent trouver leurs sources d'information indépendamment des laboratoires. Ça revient à ça. Donc, il y a des revues. Il y a une revue qui s'appelle la revue Prescrire, par exemple, qui est en dehors des pressions de laboratoire, comme des revues d'intérêt général comme Que Choisir ou 60 millions de consommateurs également, qui sont en dehors de tout financement privé. Donc je pense que ça rejoint à ça, c'est-à-dire où est-ce que vous tirez votre information. Donc l'information doit être... Mais bon, on pourrait élargir, mais là c'est la médecine, donc ça paraît grave, mais on pourrait élargir à d'autres domaines. Donc on a eu le laboratoire, vous avez parlé de la presse médicale, quid du comité de pharmacovigilance de l'AFSAPS, qui est on va dire qu'il est le principal juge du rapport bénéfice-risque d'un médicament. Pourquoi est-ce que ce comité a attendu si longtemps? Est-ce que lui aussi, vous pensez, peut être soumis à des pressions? J'espère que non, et je veux dire, il faut quand même pas exagérer non plus, parce qu'on n'est pas dans un milieu où d'un seul coup il y a des méchants et il y a des gentils, hein, donc c'est plus compliqué que ça. Et évidemment, il y a des gens qui sont tout à fait respectables, qui peuvent siéger dans les commissions de transparence. Pour établir le lien, c'est parfois compliqué. C'est-à-dire, on peut avoir des valvulopathies, on peut signaler effectivement qu'il y a eu des toxicités cardiaques, etc. Mais on peut tomber aussi sur les gens qui sont polymédicamentés. Or, le problème en France, c'est qu'il y a bon nombre de gens qui prennent plusieurs molécules qui peuvent interagir entre elles.
au-delà de 2-3 molécules, on ne sait même plus les interactions que peuvent avoir les médicaments entre eux. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut se recadrer en France sur le fait déjà d'éliminer tous les médicaments accessoires, entre guillemets, et se recentrer sur les pathologies donc essentielles. Sur les indications essentielles. Sur les indications essentielles, c'est-à-dire qu'en France, on a du nomadisme médical qui fait aussi qu'on ne contrôle pas les patients. Donc un patient peut très bien vous dire qu'il peut recevoir une prescription de Mediator et à côté aller voir un autre médecin et lui demander un autre truc qui est complètement incompatible avec le Mediator. Donc on ne domine pas aussi ça. Donc de la liberté de déplacement des patients peut poser problème de temps en temps, c'est-à-dire que le patient ne dit pas forcément la réalité. Et donc on en revient aussi, peut-être c'est une occasion de rappeler que tout médicament a des effets secondaires. Oui, il n'y a pas, je veux dire, attention, il n'y a pas de panacée universelle. Par exemple, actuellement, l'aspirine, il y aurait une demande d'autorisation de mise sur le marché sur l'aspirine, elle serait retoquée. L'aspirine est bourrée de contre-indications. Donc pourtant, il y a des gens qui se bombardent de l'aspirine tous les jours, pensant que c'est pratiquement des bonbons. Donc il y a des gens qui se bombardent de paracétamol tous les jours parce qu'ils ont mal par-ci, par-là, alors que le paracétamol peut très bien entraîner des problèmes hépatiques extrêmement graves. Donc les gens ne réalisent pas toujours effectivement qu'il y a des conséquences en fait sur leur état de santé en prenant des médicaments. Donc on est vraiment dans la médecine, donc avec des effets secondaires effectivement et des bénéfices. Il faut toujours peser, d'ailleurs c'est cette balance qu'il faut toujours avoir en tête, le bénéfice, le rapport bénéfice-risque qu'on offre aux patients. Donc en premier, ne pas nuire, ce qui doit rester présent dans notre tête. Bon, je ne vais pas tirer sur ambulance, parce que c'est facile a posteriori de faire le procès, effectivement. J'ai des collègues qui ont prescrit le Mediator et j'ai des collègues très bien qui ont prescrit le Mediator. Alors, donc, je pense qu'en fait, il faut être vigilant, parce que face à un patient, de temps en temps, vous avez aussi le patient qui ne va pas tout vous dire parfois, et qui vous soutire parfois. Donc, il faut rester vigilant et il faut savoir dire non à un patient, au risque de le perdre aussi. C'est ça aussi. Le nouveau ministre de la Santé, M. Xavier Bertrand, a donc demandé à ce que tous les patients qui ont pris le Mediator plus de 3 mois sur ces 4 dernières années aillent voir leur médecin traitant. Il a raison. Je pense que c'est une mesure de bon sens, effectivement, parce que ça permettra peut-être de veiller, en fait, de les rassurer, premièrement, parce que il ne faut pas que les gens soient laissés comme ça dans la nature sans être rassurés. Donc la plupart vont être rassurés, puis d'autres éventuellement auront des bilans cardiologiques qui vont être plus poussés, donc faire des échocardiographies, des choses comme ça, pour vérifier effectivement l'état de leur valve cardiaque. Qu'allez-vous dire, vous, à vos patients, si certaines... S'ils me posent des questions, je vais leur répondre, etc. Bon, moi, j'ai prescrit moins d'une dizaine de boîtes dans toute ma carrière de Mediator, parce que ce n'est pas un médicament qui est rentré dans ma panoplie médicamenteuse, parce que, à tout dire, j'y croyais pas vraiment. Pourtant, vous voyez des personnes obèses, en surpoids, toute oui, la journée. Mais je dirais que je suis très vigilant sur les médicaments que je propose à mes patients. Donc, je vais prescrire très peu de médicaments en fait à mes patients parce que pour perdre du poids, en premier, ce sont les règles hygiéno-diététiques qui doivent être mises en avant. Donc, on va traiter les complications d'obésité. Donc, à ce moment-là, on peut traiter avec des antidiabétiques si un diabète est avéré ou des antihypertenseurs si la pression artérielle s'est élevée. Mais les médicaments sur l'obésité sont extrêmement restreints, comme je vous l'ai dit, parce que malheureusement, il y a beaucoup d'interactions avec le système nerveux central et éventuellement avec la périphérie, c'est-à-dire il peut y avoir des interactions avec le cœur, ce qu'on vient de voir, 2 fois successivement avec le même laboratoire. Je signale quand même parce que l'isoméride appartenait au même groupe que Mediator, c'est-à-dire Servier. Très bien, merci Dr. Coccol pour ces précisions. Merci à vous.